Bonjour à tous. Nous continuons nos cours concernant la science physique. Aujourd'hui, on va présenter le cours d'électricité partie 1. Alors, selon les objectifs d'enseignement, d'apprentissage cités dans le curriculum relatif au cycle primaire, nous adoptons le plan suivant. On va commencer par une introduction concernant, bien sûr, le nom, bien la notion de l'électricité. Nous présenterons aussi le circuit électrique simple. En déterminant, bien sûr, on va définir les principaux composants de ce circuit. On va aussi définir les conducteurs et les isolants. On va aussi différencier entre le montage électrique en série et celui en parallèle. On va en savoir aussi comment mesurer l'intensité du courant dans cette partie. Dans la deuxième partie, on va aussi comment mesurer la tension électrique. Aussi, on va savoir comment détecter une panne dans un circuit électrique simple et nous terminerons par la définition des composantes d'un circuit électrique domestique et de savoir certains dangers du courant électrique et aussi quelques précautions à prendre en compte lors de l'utilisation, bien lors de l'utilisation de l'électricité à domicile. L'électricité est un mot persan composé des mots K qui signifie la paille et de rebé qui signifie attracteur. En effet, il signifie tout l'attracteur de paille. En persan aussi, le mot kahraba signifiait le mot électricité, qui est en arabe appelé al-anbar al-ashab, bien l'ambre cendri, tandis que le mot électricité en arabe est l'attraction de l'ambre, qui était appelé aussi la propriété de l'électricité. Et si primaire, donc le mot propriété et se contenter du mot électricité. C'est pour cela, alors l'électricité, c'est relative au mot arabe kahraba. En 1800, Alessandro Volta a inventé la première batterie électrique et l'appelée batterie voltaïque. C'est la première batterie, bien sûr, qui est inventée par ce savant. En 1821, Faraday a inventé aussi le moteur électrique. Alors, concernant l'électricité statique, ou bien la découverte de l'électricité statique, remonte à 600 avant GS, du philosophe Thalès, où il a observé lors du frottement des deux morceaux d'ambre et de tissu, elle s'efforçait d'attirer des fils de laine et des plumes d'oiseaux. Pour cela, elle a bien sûr posé la question, alors quel est l'effet de cette, ou bien la création de cette force électrique? Alors, l'électricité statique positive ou bien négative est générée, par exemple, lorsqu'on fait frotter une tige d'ébonite avec une fourrure. Les électrons se séparent de fourrure et sont bien sûr transférés vers la tige d'ébonite. Dans ce cas, la tige a accueillir des charges électriques négatives. C'est pour cela qu'elle est capable, bien sûr, d'attirer
les papillons. C'est de la même manière lorsqu'on frotte une tige de verre avec un morceau de soie. Certains électrons sont séparés de la tige de verre et transférés vers le morceau de soie. Alors, la tige de verre acquiert des charges positives, c'est-à-dire il cède des électrons, et bien sûr, ces électrons, bien sûr, elles sont siégés dans le morceau de soie. Dans ce cas, on parle de l'électricité statique, c'est-à-dire il n'y a pas de déplacement des électrons à travers la tige de verre. C'est pour cela qu'il est capable, bien sûr, d'attirer les morceaux des papillons avec la création d'une force électrique. Je vous rappelle bien sûr que cette force c'est une force à distance, ou bien l'action à distance. De la même manière, lorsqu'on utilise une tige dans ce cas de cuivre et est frottée avec un morceau de fourrure, de soie, certains électrons sont séparés de cette fourrure et transférés vers la tige de cuivre. Mais, dans ce cas, on remarque que la tige de cuivre n'attire pas les morceaux de papier. Dans ce cas, on ne parle pas de l'électricité statique, car puisque le cuivre est un conducteur, alors les électrons, bien sûr, elles se déplacent à travers la main, bien sûr, de l'homme. C'est pour cela qu'il n'y a pas, bien sûr, de création de force électrique qui permet d'attirer les papillons. C'est bien sûr l'électricité dynamique qui résulte du flux des électrons dans des conducteurs, provoquant ainsi la formation d'un courant électrique. À noter, le déplacement des électrons génère la création d'un courant électrique dans le sens inverse du déplacement des électrons. Alors, l'un des conducteurs électriques les plus importants est le fil de cuivre à travers lequel le courant électrique passe facilement. C'est pour cela, pour la conduction de l'électricité, on utilise le cuivre comme conducteur. Passons maintenant à la définition d'un circuit électrique simple, qui est un assemblage de composantes électriques appelées dipôles, c'est-à-dire elles ont deux pôles branchés les uns avec les autres, formant un parcours fermé dans lequel le courant électrique peut circuler. On peut citer deux types de dipôles. On a ce qu'on appelle les générateurs, qui sont des dipôles produisent de l'électricité, ou bien ce sont la source des courants électriques. On peut citer une pile, un générateur, un accumulateur. Alors ces dipôles, bien sûr, elles possèdent deux pôles, un pôle négatif et un pôle positif, et appelé aussi des dipôles actifs, c'est-à-dire il y a une différence de potentiel en absence du courant électrique. Deuxième type de dipôle, ce sont les récepteurs, qui sont des dipôles reçoivent et consomment de l'électricité. Un titre d'exemple, c'est le moteur. Comme on a vu bien sûr dans le cours de l'énergie, c'est un dipôle qui permet de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique,
Aussi, la lampe ou bien une ampoule qui permet de la même manière de convertir l'électricité en énergie lumineuse et bien sûr pour les deux, plus une énergie thermique. Alors, contrairement aux générateurs, ces dipôles, elles ont deux pôles similaires. C'est-à-dire, on peut l'appeler des dipôles passifs. Alors, pour présenter ou bien symboliser un circuit électrique, on utilise bien sûr des symboles qui sont bien sûr représentés sur le tableau suivant. Comme vous voyez bien sûr le symbole d'une pile qui a deux segments, une qui est longue et l'autre bien sûr qui est courte, représente le pôle négatif et le long représente le pôle positif. Aussi la représentation d'un générateur, la lampe qui est représentée par un cercle bien sûr mené d'un croix, et nous avons vu aussi l'autre symbole lors de la séance présentielle. Aussi la représentation d'un moteur, d'une résistance, d'une diode électroluminescence, et on a vu aussi la représentation ou bien le symbole d'une diode de disjonction, et aussi la représentation d'un interrupteur ouvert et fermé. Alors il faut retenir bien sûr ce genre bien sûr de symbole pour la représentation d'un circuit électrique simple. Passons maintenant au montage d'un circuit électrique simple. Nous réalisons le circuit électrique simple composé d'une pile, d'une lampe, d'un interrupteur, dans ce cas qui est ouvert, et bien sûr de fils de connexion. Alors, lorsque l'interrupteur est ouvert, nous observons que la lampe n'est pas allumée. Dans ce cas, on dit que le circuit électrique est ouvert, c'est-à-dire il n'y a pas d'éclairage de la lampe. Et lorsqu'on, bien sûr, l'interrupteur est fermé, on note que la lampe est allumée. On dit dans ce cas que le circuit électrique est fermé, et bien sûr qui conduit à l'éclairage de la lampe ou bien qu'il y a circulation du courant à travers ce circuit simple. En utilisant bien sûr les symboles de chaque dipôle, nous pouvons bien sûr représenter le circuit comme suit. Bien sûr, il y a le symbole d'une pile, d'un interrupteur ouvert et d'une lampe. Et lorsque, bien sûr, le circuit est fermé, il y a bien sûr éclairage de la lampe et on garde la même représentation, sauf dans ce cas, comme vous voyez, l'interrupteur est fermé. Alors on peut parfois passer d'un montage expérimental et on va déduire la représentation des montages électriques ou bien inversement. On peut bien sûr considérer le montage ou bien la représentation des montages électriques et on va bien sûr le réaliser expérimentalement. On peut déduire bien sûr les principaux composants d'un circuit électrique simple. Il se compose d'un générateur dont son rôle est d'alimenter le circuit électrique en électricité. À titre d'exemple, une pile, une batterie,
un accumulateur, le panneau solaire. Dans ce cas, on peut dire bien sûr que le rôle d'un générateur, il permet de produire l'électricité ou bien d'alimenter le circuit électrique. Aussi, le récepteur, c'est celui qui consomme de l'électricité. À titre d'exemple, une lampe. On peut dire aussi qu'il est capable de convertir l'énergie électrique en énergie lumineuse, plus l'énergie thermique, ou bien un moteur électrique qui permet aussi de convertir l'électricité en énergie mécanique plus énergie thermique. L'interrupteur, dont le rôle permet de contrôler le circuit électrique en le fermant pour laisser le passage du courant, ou bien en l'ouvrant pour empêcher ce passage de courant électrique. C'est-à-dire, son rôle est de contrôler le circuit électrique simple. Et aussi, bien sûr, les fils de connexion qui sont, bien sûr, conduisent l'électricité et eux sont utilisés pour connecter les composantes, c'est-à-dire les dipôles du circuit entre elles. Eh bien, on peut aussi déduire que leur rôle est faire, bien sûr, conduire l'électricité à travers le circuit électrique simple. Voilà, ce sont les principaux composantes d'un circuit électrique simple à retenir. Passons maintenant au classement des matériaux selon la conductivité de l'électricité. Nous réalisons le circuit électrique composé d'une pile, des lampes, de fils de connexion et de supports ou bien de cosses crocodiles. Un ensemble de matériaux est placé entre les supports. Dans le premier cas, on va bien sûr introduire un morceau ou bien une tige de cuivre. Nous notons bien sûr qu'il y a éclairage de la lampe. Le deuxième cas, bien sûr, on fait changer le cuivre par une tige de plastique. Et on note bien sûr que la lampe ne s'allume pas. Alors dans ce cas, on peut dire que le cuivre est un matériau conducteur, tandis que la tige de plastique est un matériau isolant. On simuler, bien sûr, ou bien classer plusieurs matériaux et on va bien sûr déterminer est-ce qu'il est conducteur ou non. Alors lorsqu'on ne place rien, c'est-à-dire la présence de l'air, on note que la lampe ne s'allume pas. Alors, l'air est un isolant. Pour le bois, la même chose que la lampe ne s'allume pas, c'est-à-dire c'est un isolant. Lorsqu'on utilise une tige de cuivre, on note qu'il y a allumage ou bien éclairage de la lampe. Dans ce cas, le cuivre, bien sûr, est un conducteur. Lorsqu'on le remplace par une tige en plastique, on note que la lampe ne s'allume pas, donc le plastique est un isolant. De la même manière, lorsqu'on utilise le verre, on note que la lampe ne s'allume pas. On conclut bien sûr que le verre est un isolant. Et lorsqu'on utilise une tige en fer, on note qu'il y a éclairage de la lampe. Alors le fer, c'est un conducteur. Voilà ça, bien sûr, comme vous voyez, on peut classer ces matériaux selon sa conductivité
dont la lampe joue le rôle d'un témoin. Passons maintenant en exploitant la notion de conducteur et isolant, nous pouvons déterminer le trajet du courant à travers une lampe. À cet effet, nous avons utilisé bien sûr une pile, une lampe, fil de connexion et bien deux cosses de forme crocodile, et on va bien sûr utiliser une deuxième lampe. La première expérience, nous remarquons que la première lampe est allumée et la deuxième n'est pas allumée. On dit que le culotte, c'est une composante de la lampe et conductrice du courant électrique. Même aussi, on note bien sûr que cette lampe, deuxième lampe, n'est pas allumée, dont le culotte est un conducteur. Deuxième montage, et bien sûr, on fait relier les deux cosses, l'un sur le culotte et l'autre sur le plot. Dans ce cas, on note l'éclairage de deux lampes. Alors, on peut dire, bien sûr, que la lampe possède deux connecteurs, c'est le culotte et le plot, dans lequel le courant peut circuler entre ces deux composantes. On peut définir ou bien conclure que la lampe possède deux pôles, le culotte et le plot, comme vous voyez dans l'image, dans lequel, bien sûr, le courant électrique circulait entre le plot et le culotte. Alors, entre eux, bien sûr, il y a la présence de ciment pour l'isolement. Dans l'ampoule, il y a la présence de perles qui permet de séparer les deux tiges et aussi un filament en tungstène dont l'augmentation de sa résistance rend lumineuse. C'est pour cela qu'on obtient bien sûr éclairage de la lampe. Et bien sûr, dans l'ampoule, on trouve le vide, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser l'air. Comme vous savez, bien sûr, l'air se compose de particules. Avec l'augmentation de la température, il y a une expansion et bien sûr augmentation de volume. Il va causer une explosion de l'ampoule. C'est pour cela qu'il y a le vide à l'intérieur d'un pôle. Voilà, ça sont les principaux composantes d'une lampe électrique. Passons maintenant aux deux types de montage, à savoir le montage en série et le montage en parallèle ou en dérivation. Nous avons réalisé le montage ou bien les deux montages suivants. Nous avons utilisé une seule lampe. Dans le deuxième montage, nous avons relié une autre lampe en série. Comme vous remarquez, il y a une diminution de la luminosité des deux ampoules lorsqu'on fait introduire une deuxième. Alors ce montage, bien sûr, est appelé montage en série. Et il y a aussi, comme vous voyez, il y a la formation d'une seule boucle. C'est-à-dire, lorsqu'on part du pôle, par exemple, positif, on revient au pôle négatif par l'intermédiaire de deux impôts, c'est-à-dire l'un est monté en série avec l'autre. Alors la première ou les deux premières conclusions, c'est qu'il y a une seule boucle et il y a aussi une diminution d'éclairage des lampes.
Une autre propriété, ou bien caractéristique de ce montage, c'est que lorsqu'on retire l'un des lampes, comme vous voyez, l'autre, bien sûr, ne s'allume pas, comme vous voyez sur la deuxième photo à droite. Il n'y a pas d'éclairage de l'ampoule lorsqu'on retire, ou bien lorsqu'on retire l'un de l'ampoule, ou bien s'il est en panne. Ça, c'est la troisième caractéristique de son montage. Et aussi, en utilisant les symboles, on peut présenter ce montage comme suit. Alors, comme vous voyez, comme j'avais dit, il y a formation d'une seule boucle. Comme vous voyez, bien sûr, sur la représentation en utilisant les symboles des dipôles. Concernant le deuxième montage en dérivation, nous constatons, bien sûr, que les lampes, ou bien les deux lampes dans le montage en dérivation, conservent sa luminosité, ou bien leur intensité d'éclairage, contrairement au montage en série. Dans ce cas, on note que les deux lampes sont montées en parallèle et formant deux boucles. Comme vous voyez, bien sûr, il y a deux boucles. La première se fait en relation avec la première ampoule et la deuxième pour le deuxième ou bien la deuxième lampe. C'est pour cela, contrairement au montage en série, il y a dans ce cas, il y a la présence de deux boucles et aussi que les deux lampes ont la même ou bien le même éclairage. Contrairement au montage en série, le montage en dérivation, lorsqu'on retire bien sûr l'un des lampes, alors l'autre reste allumé. Comme vous voyez sur la deuxième photo à droite. Il y a un retirage de la deuxième lampe alors que la première reste allumée. Contrairement, bien sûr, au montage en série. Et aussi on note que cette lampe garde la même intensité d'éclairage. De la même manière, nous représentons ce circuit électrique en dérivation ou bien ramifié comme suit. Alors, comme vous voyez aussi, il y a la présence de deux boucles. Alors, ça, il faut noter qu'il y a une différence entre ces deux montages en série et en parallèle. Soit au niveau d'éclairage, soit au niveau de l'intensité d'éclairage et aussi le nombre de boucles. Alors, pour en dérivation, soit minimum 2 boucles au plus. Contrairement, bien sûr, au montage en série, qu'elle reste une seule boucle, quel que soit le nombre de l'ampoules utilisées, ou bien des ampoules utilisées. Passons maintenant à la détermination du sens du courant électrique continu. Alors, à cet effet, on réalise le montage suivant. On utilise une pile, un moteur électrique et un interrupteur. Alors, lorsque l'interrupteur est ouvert, dans ce cas, le moteur, bien sûr, reste immobile. Alors, lorsqu'on, bien sûr, ferme l'interrupteur ou bien le circuit, on observe par, bien sûr, de cette animation qu'il y a, bien sûr, rotation des moteurs, c'est-à-dire elle tourne dans un sens. Et lorsqu'on
fait bien sûr changer la polarité ou bien les deux fils de connexion, c'est-à-dire de changer le plus avec le moins et le moins avec le plus de moteur, on note qu'il y a rotation dans le sens inverse. Alors comme vous voyez, on a changé la polarité en utilisant ce schéma, alors le moteur va tourner dans le sens inverse. En conclusion, on peut dire que le courant électrique a un sens de circulation. Voilà, le sens de rotation du moteur est lié à la polarité de la pile, c'est-à-dire que le courant électrique a un sens. Pour déterminer le sens de ce courant, nous avons utilisé, bien sûr, ce qu'on appelle une diode de disjonction. Nous réalisons ce montage, comme j'avais dit, en utilisant une diode de disjonction. Alors, la diode, elle permet le passage du courant électrique dans un sens. Alors, comme vous voyez, bien sûr, sur les deux photos, il y a à l'image d'une lampe et l'autre non allumée. C'est-à-dire que la diode laisse passer le courant dans un sens. C'est pour cela que la lampe soit allumée ou bien désallumée. Alors lorsqu'on change la polarité de la diode, c'est-à-dire inversée, la lampe ne s'allume pas, car la diode ne laisse pas passer le courant électrique. Comme conclusion de cette expérience, la diode permet le passage du courant électrique dans un sens appelé sens direct, c'est-à-dire de A vers B. Comme vous voyez, bien sûr, sur le schéma de montage. Il y a passage du courant dans le sens direct. Dans ce cas, la diode a laissé passer le courant électrique. Par contre, lorsqu'on fait inverser la diode, c'est-à-dire de B à A, on note dans ce cas que la diode ne permet pas le passage du courant électrique dans le sens inverse, c'est-à-dire de B vers A. Alors la diode, dans ce cas, elle permet de jouer le rôle d'un interrupteur. Alors lorsqu'il est utilisé dans le sens direct, elle permet le passage du courant. Dans ce cas, on peut dire que, assimiler que l'interrupteur est fermé, et pour le sens inverse, dans ce cas, on peut dire que, ou bien simuler qu'il s'agit que l'interrupteur est ouvert. Alors, le courant électrique, ou bien le sens du courant électrique est représenté par une flèche, comme vous voyez sur la représentation des circuits électriques lorsqu'on utilise un moteur électrique. Généralement, il faut retenir par cœur que à l'extérieur du générateur, le sens du courant sort des pôles positifs et entre par le pôle négatif. Alors, bien sûr, il faut noter ça, c'est-à-dire lorsqu'on demande l'orientation d'un circuit électrique, on commence par la détermination du sens du courant en utilisant cette loi. Alors, passons maintenant à une autre notion, c'est l'intensité du courant. Alors, le courant a une intensité qu'on peut la mesurer en utilisant un appareillage qui s'appelle ampère-mètre. On peut citer deux exemples. L'ampère-mètre numérique,
ou l'ampèremètre avec aiguille et on symbolisé ou bien on la note que l'unité est symbolisée par A majuscule. Alors concernant l'utilisation de l'ampèremètre numérique, on lit directement la valeur de l'intensité sur l'écran. Par contre, pour lire le courant indiqué par l'ampèremètre à aiguille, on utilise la relation suivante, c'est-à-dire que I égale, c'est le nombre de déviations fois le calibre utilisé sur le nombre de déviations du cadran, comme on a déjà vu dans la science présentielle. L'ampèremètre est symbolisé par, comme vous voyez, soit on utilise la notation A comme, A représente le pôle positif et comme représente le pôle négatif, ou bien on utilise plus, ou bien les signes plus ou moins. Il faut noter aussi que dans un circuit électrique, l'ampèremètre est monté en série, en gardant bien sûr la polarité, c'est-à-dire que son pôle positif, ou bien A, est connecté au pôle positif du générateur ou du récepteur, et l'autre pôle négatif, ou bien comme, soit connecté au pôle négatif du générateur ou bien du récepteur. C'est pour cela on peut bien sûr mesurer l'intensité du courant et aussi on peut schématiser ou bien représenter en utilisant ce symbole. Comme vous voyez, elle est montée en série avec le générateur et aussi de récepteur ou bien de la lampe, en gardant bien sûr la polarité de l'ampèremètre. Comme vous voyez, A est relié avec le pôle positif du générateur et comme relié avec le pôle négatif du générateur. Passons maintenant aux lois des intensités du courant selon deux types de montage en série et en parallèle. Nous commençons par le montage en série, comme vous voyez sur la photo. Comme j'avais dit, l'ampèremètre est monté en série pour mesurer l'intensité à travers la lampe L1 et la lampe L2. Comme vous voyez, on monte bien sûr les deux ampèremètres en série. On note que les deux ampèremètres indiquent la même intensité. Alors, on peut déduire la loi 1. Dans un circuit électrique en série, l'intensité du courant électrique est constante et ne change pas d'un point à un autre. Ça veut dire que I principal égale I1 égale à I2 égale à, dans ce cas, 200 mA. Généralement, dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit. Contrairement au montage en dérivation, comme vous voyez sur la photo, on a trois ampèremètres qui sont reliés en série, l'un avec le générateur permet de mesurer l'intensité principale et les deux autres sont liés aux lampes L1 et L2 et qui ont permis aussi de mesurer l'intensité à travers les deux lampes. On note bien sûr que l'ampèremètre de la branche principale, c'est-à-dire I, indique la somme des intensités du courant dans les branches secondaires ou bien ramifiées, c'est-à-dire I1 et I2, ou bien que I égale à
I1 plus I2. Dans ce cas, on peut retirer ou bien conclure la loi concernant le montage en dérivation, à dire que dans un circuit électrique en dérivation, ramifié ou en parallèle, l'intensité du courant électrique dans la branche principale, I, est égale à la somme des intensités du courant électrique dans les branches secondaires I1 et I2. C'est la loi de Newton, c'est-à-dire I égale à I1 plus I2. Dans cet exemple, qu'il y a I1, c'est 200 plus 100, donne 300 milliampères. Alors, d'une manière générale, dans un nœud, la somme des intensités entrant dans le nœud est égale à la somme des intensités sortant de ce nœud. Alors, comme on a vu dans la science de cours, dans l'exemple lorsqu'on a plusieurs branches à travers bien qui constituent un nœud. Alors, comme vous voyez, bien sûr, A représente un nœud. Alors, un nœud, on a un minimum 3 fils de connexion. Dans ce cas, on parle d'un nœud. Et à la prochaine partie de ce cours.